Bon, il est 32, on va peut-être commencer. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et à tous à ce troisième rendez-vous proposé par la Direction des certifications pour le 20e anniversaire de la VE. Nous allons passer ensemble environ 1h30 pendant laquelle nous aborderons la question de l'accompagnement dans les parcours de validation des acquis d'expérience. Nous parlerons de SIGNAFPA, de l'approche conseil, de la réflexivité capacitante et de bien d'autres sujets. Et bien sûr, on essaiera de garder un temps en fin de webinaire pour pouvoir répondre à vos questions que vous pouvez d'ores et déjà écrire dans le chat. Avant de commencer, pour gagner en qualité d'écoute, je vous demande de bien vouloir vérifier que vous avez coupé votre micro et votre caméra, mais apparemment, c'est le cas. Mais bon, c'est les règles d'usage, donc je les rappelle quand même. Alors, la VE a 20 ans. 20 ans, ce n'est pas rien. La VE a connu beaucoup de changements et d'évolutions durant toutes ces années. Et apparemment, ce n'est pas fini. Si on en croit la réforme qui arrive à grands pas, ça risque de bouger encore très fort. À l'AFPA aussi, il y a eu des changements pour s'adapter aux évolutions de la VE. Des nouveaux parcours, de nouvelles prestations, de nouveaux outils, de nouveaux process, le recours au numérique, c'est nouveau aussi. Ce qui n'a pas changé, mais qui a fait évoluer nos pratiques, par contre, c'est la nécessité d'accompagner les personnes dans leur parcours. L'accompagnement, c'est là le thème central de notre webinaire. Et pour en parler et nous éclairer, j'ai le plaisir de vous présenter deux de mes collègues de la DPA, dont DPAN, Direction de la pédagogie, de l'accompagnement et du numérique. Donc Nathalie Courcel, qui interviendra en sa qualité d'ambassadrice de SIGNAFPA, et Isabelle Potra, qui a conduit de nombreux travaux sur la posture de conseil et sur le conseil en évolution professionnelle. Nathalie, Isabelle, quelques mots sur votre parcours professionnel à l'AFPA. Oui, Bernard. Bonjour à tous. Quelques têtes de connues, je voyais dans le chat là, ça fait plaisir. Je suis Nathalie Courcel, je suis ingénieure de formation donc, au sein de la direction de la pédagogie, de l'accompagnement et de l'environnement numérique. Depuis 23 ans maintenant à l'AFPA, j'ai cheminé entre le pôle de l'animation, de l'accompagnement, socio-éducatif dans un premier temps, l'orientation professionnelle, la formation pré-insertion, pré-qualif. Et avant d'entrer donc à la DPN, donc accompagnatrice VAE, référente VAE certification. Aujourd'hui, je vais intervenir notamment avec ma casquette d'ambassadrice SIGNAFPA. Isabelle. Bonjour, donc Isabelle Potra, je travaille également à la direction de la pédagogie, de l'accompagnement et du numérique, en particulier sur les questions de mobilité, de transition professionnelle et de conseil. Alors, en 2013, la mise en place, l'instauration par la loi du Conseil en évolution professionnelle a entraîné une modification importante de l'offre de services dans le champ du conseil aux personnes. Et ça pour toutes les structures, donc également pour l'AFPA. Et nous avons donc travaillé sur l'ingénierie ou la réingénierie des dispositifs d'accompagnement et donc aussi sur la professionnalisation des accompagnatrices et des accompagnateurs des publics. Et on le fait avec une volonté de promouvoir des démarches de co-construction. Donc, c'est une notion dont on va beaucoup parler tout au cours de ce webinaire. Merci. Donc, en ce qui me concerne, Bernard Schmitt, ingénieur de formation à la DPAN, je suis arrivé à l'AFPA quelques années avant la VE et dans les missions qui me sont confiées au sein de ma direction, j'interviens avec la direction des certifications sur la scénarisation des dispositifs VAE, la création des ressources. Je m'occupe également de la conception des parcours métis pour la VE et les outils de positionnement VAE. Et puis, j'ai eu aussi l'occasion dans ma carrière, dans d'autres régions, d'intervenir sur la VAE, d'accompagner des candidats dans des démarches individuelles ou dans des projets de VAE collective en entreprise. Voilà. Mais aujourd'hui, je vais sortir un peu de ma zone de confort et je vais endosser le rôle d'animateur. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et puis, comme on est entre professionnels de la VE, vous me direz à la fin si je peux envisager peut-être une VAE d'animateur ou si au contraire c'est mort et il vaut mieux éviter. Voilà, vous me direz tout ça. Voilà, il y a une dernière personne que je dois vous présenter, même si beaucoup d'entre vous le connaissent. Il est spécialiste des questions d'orientation et d'accompagnement des trajectoires professionnelles depuis plus de 25 ans. Il est directeur d'André Chauvet Conseil, donc là vous avez évité. On peut dire qu'il est une des références en France quand on évoque l'accompagnement. D'ailleurs, on fait souvent, de temps en temps, recours à lui dans le cadre de nos travaux à la DPA.
Et puis, spécialement pour vous, on est allé voir André Chauvet et on lui a demandé de nous parler de l'accompagnement et de la VAE. Allez, on écoute ce qu'il a à nous dire et puis on se retrouve tout de suite après. Par contre, soyez attentifs dès le début parce que vous allez voir, ça démarre en trombe, tambour battant. Bien, alors quand on essaye d'articuler les questions d'accompagnement et les questions de VAE, on voit tout de suite que la manière de lire l'accompagnement et de le penser, elle est aussi en lien avec le moment qu'on traverse individuellement et collectivement. Il y a 3 paramètres qui vont interagir finalement sur la mobilisation des personnes dans quelque dispositif que ce soit. Le premier, c'est effectivement une accélération de l'environnement, accélération économique, accélération sociale, accélération des usages, etc. Qui génère, du point de vue de chacun, finalement, une forme d'imprévisibilité de l'avenir. Et s'il y a imprévisibilité, il y a un vrai risque de repli sur soi et de difficulté à s'engager dans des projections à long terme. Et donc, du coup, un risque, finalement, d'abandon d'un certain nombre de personnes. Et puis, quelque chose qu'on découvre aujourd'hui de façon relativement intense, c'est la multifactorialité, l'interdépendance, avec le sentiment que chaque fois qu'on tire quelque chose, il y a tout qui vient. Donc, c'est les 3 éléments de contexte qu'on perçoit tous. Ils peuvent générer chez toutes les personnes, notamment les personnes en plus grande difficulté, le sentiment que c'est très compliqué et qu'au fond, s'engager à long terme sur des processus un peu aléatoires, c'est quelque chose qui va ne pas être choisi. Il y a un vrai risque d'abandon. Donc ça veut dire que si on est dans des enjeux du pour tous et du partout, il y a sans doute 5 questions que l'accompagnement peut finalement aider à résoudre. La première, c'est effectivement ce qu'on pourrait appeler la complexité perçue. On voit bien aujourd'hui que le sentiment que c'est complexe est un empêcheur d'agir pour un certain nombre de personnes. Et on pourrait dire que l'accompagnement a une première fonction de facilitation, c'est permettre finalement d'avancer chemin faisant dans une complexité qui n'est pas trop empêchante, qui n'est pas trop stigmatisante, et c'est vraiment la fonction de facilitation, voire d'intermédiation, qui va être centrale, et dans la VAE, c'est une évidence de ce point de vue depuis 20 ans. La deuxième chose, c'est que sans doute les personnes ont de moins en moins envie d'être soumises à des prescriptions, à des points de vue experts, et qu'elles ont de plus en plus envie, et sans doute le besoin d'être partie prenante des dispositifs dans lesquels elles s'impliquent. Donc la question de la coélaboration, la question de la co-construction, la question du sentiment d'être partie prenante des dispositifs dans lesquels on s'implique devient un enjeu de mobilisation des personnes sur la durée tout à fait central, et ça pose tout simplement la question de la capacité à finalement agir pour soi-même dans un environnement où on peut finalement percevoir le sentiment de pouvoir agir sur ce qui va nous arriver, ce qu'on appelle dans notre jargon l'agentivité, le sentiment de pouvoir agir sur son propre avenir. Le troisième élément, il renvoie à une considération qu'on peut avoir pour la personne. Est-ce que la personne est réduite aux difficultés dans lesquelles elle se trouve, ou est-ce que la personne a des ressources qui ont été finalement relativement invisibilisées parce qu'on ne les a pas mobilisées, parce qu'on ne les a pas questionnées. Et il me semble qu'il y a quelque chose autour d'une personne comme capable, et au fond considérer les personnes comme capables, rendre visibles les ressources qui ont été d'une certaine façon rendues invisibles, devient un enjeu de l'accompagnement central, ce qu'on pourrait appeler une réflexivité capacitante. Alors le jargon veut tout simplement dire que permettre un retour sur des expériences et des ressources qui ont été d'une certaine façon occultées est aussi un extraordinaire moyen de mobilisation des personnes, avec le sentiment qu'elles peuvent être fières de ce qu'elles ont mobilisé dans les situations. Puis 2 autres éléments qui peuvent paraître finalement d'une certaine façon plus marginaux, mais qui me paraissent justement essentiels dans les années qui viennent. Le premier renverrait plutôt à la capacité de personnaliser les services d'accompagnement, à la fois sur le contenu, mais aussi sur les modalités. On voit bien qu'après le Covid, la question de la capacité à mobiliser des ressources et des modalités d'accompagnement variées a permis de mobiliser des personnes de façon différenciée. Et là, on a un vrai enjeu de trouver des modalités adaptées, préférentielles du côté des personnes. Et il me semble que la VAE aujourd'hui et l'accompagnement, c'est aussi une entrée intéressante sur la capacité à faire varier à la fois les contenus, pour les adapter aux préoccupations des personnes, mais aussi les modalités pour finalement se centrer sur les modalités préférentielles des personnes. Puis un dernier élément, là encore, qui peut apparaître anecdotique, mais qui me semble aujourd'hui tout à fait essentiel dans la logique de politique publique, c'est bien la capacité à coopérer avec les acteurs du territoire pour permettre finalement de construire des dispositifs territoriaux au service du bien commun, et non plus uniquement se répartir les publics, non plus
uniquement se répartir de l'expertise, mais bien participer et permettre aux personnes d'être aussi partie prenante de dispositifs dans lesquels finalement on contribue au bien commun, au plus près des territoires et au service de tous et partout. Bien. Merci André Chauvet. Donc André Chauvet nous a présenté les grands principes de l'accompagnement. Je pense que ça vous parle quand il évoque la fonction de facilitation, d'intermédiation en réponse à la complexité perçue par les personnes. L'agentivité, c'est-à-dire donner aux personnes la capacité d'agir pour elles-mêmes dans un environnement où elles peuvent percevoir le pouvoir d'agir sur ce qui leur arrive. La personnalisation des parcours aussi, c'est ce qu'il évoque en mobilisant pour les personnes les ressources préférentielles, les modalités d'accompagnement variées aussi. Il évoque également la capacité à coopérer avec les autres acteurs d'un territoire. Et puis, il parle aussi de la réflexivité, et ça, on y reviendra plus longuement tout à l'heure. Mais, et l'accompagnement que prend l'AFPA dans tout ça? Est-ce qu'il est en phase avec ces grands principes? Nathalie, que disent les engagements de l'AFPA concernant l'accompagnement porté par SIGNAFPA? Oui, Bernard, en fait, en écoutant André, on partage complètement les notions qu'il vient de nous évoquer sur la considération de la personne. Elle est capable de sa capacité d'agir. Dans SIGNAFPA, on est vraiment dans comment l'accompagnement au sens large à l'AFPA se doit d'être une fonction de facilitation dans le parcours de l'apprenant. Et ici, pour le candidat du coup VAE, comment se questionner du coup quand il dit comment notre posture va interagir sur cet accompagnement-là, sur notre capacité à nous, référents VAE aussi, à personnaliser les parcours dans les modalités, à arrêter de prescrire pour prescrire. Et du coup, en qualité d'ambassadrice SIGNAFPA, donc je vais essayer de vous présenter SIGNAFPA dans le cadre des 20 ans de la VAE, en vous permettant de vous situer, de vous questionner, de vous permettre d'identifier, de vous identifier dans cette signature-là et dans le cadre des parcours VAE. Donc, le projet SIGNAFPA a été engagé par les équipes de la pédagogie et de l'accompagnement il y a plus de 2 ans et ça s'inscrit dans le plan de la transformation de l'agence qui souhaite réaffirmer ses choix pédagogiques et ainsi que ses engagements d'accompagnement. En fait, c'est des repères qui s'appuient sur nos expériences, nos professionnalisations auprès des acteurs de la formation et de l'accompagnement de l'AFPA. Et les 2 piliers que constituent donc la pédagogie et l'accompagnement doivent être mobilisés au service de l'apprenant. C'est une charte d'engagement en fait envers les stagiaires et les bénéficiaires. Et vous allez voir du coup l'illustration de cette charte en 6 engagements en suivant. Et SIGNAFPA, je dirais que c'est notre marque et ça doit être notre référence à destination de tous les métiers de l'AFPA. Je vais vous faire un petit peu un historique pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est dans ce déploiement du projet. Actuellement, on est dans une phase d'expérimentation. On l'a démarré en début d'année sur 4 régions pilotes qui sont la Bourgogne-Franche-Comté, la Bretagne, le Grand Est, Nouvelle-Aquitaine et le dispositif itinérant. Et sur ces régions-là, vous avez des ambassadeurs régionaux qui accompagnent les centres dans le déploiement de SIGNAFPA. C'était février-mars, l'équipe projet a pris contact avec les directions de centres qui ont réalisé un diagnostic par rapport aux engagements que je vais vous présenter. Et ils ont écrit une feuille de route en lien avec les ambitions territoire, donc leur projet de centre, qui vont déployer et certaines régions en fait ont commencé déjà à identifier des actions et on est en cours de déploiement de ces actions-là au sein même des centres. Voilà. Voilà, tu peux faire passer la diapo. Merci.
Donc, par rapport à SIGNAFPA, ça repose sur 6 engagements. Donc, ces 6 engagements-là, c'est vraiment c'est un parcours stagiaire. Hein, donc, c'est de l'accueil du stagiaire à sa fidélisation. Vous allez voir un petit peu le parcours. Hein, quand je parle stagiaire, il faut aussi entendre bénéficiaire, apprenant, voilà, et notamment pour les référents VAE, voilà, nos bénéficiaires qu'on a avec nous. Et ça suit donc le parcours et ça le structure. Dans le premier engagement, c'est la même attention pour tous dès le premier contact. Donc, c'est la prise en compte du candidat dans sa globalité, du contexte de sa demande. Et on peut l'illustrer dans le parcours VAE lors de l'accueil, le premier contact que vous allez avoir, l'infocall VAE ou sur des prestations d'instruction technique de validation. Sur le deuxième engagement, donc c'est des parcours personnalisés et co-construits. C'est vraiment sortir d'une logique prescriptive et de parcours déterminés pour partir de la situation de la personne. Tout à l'heure, André parlait de personnalisation de parcours. Hein. C'est considérer que toute personne accompagnée est capable et c'est poser le principe, la présomption de compétences et de capacité. Et ce sont ces ressources internes et externes qui sont mobilisées. Par rapport à la VAE, encore une fois, un petit éclairage. Donc, c'est lors du positionnement conseil essentiellement, où on prend en compte le candidat, ses priorités, ses besoins, les modalités pédagogiques les plus adaptées, dans un objectif de renforcer son engagement aussi. Et aussi, en plus du positionnement conseil, c'est lors de l'information VAE, en fonction des modalités qu'on va utiliser d'animation, voilà, on va pouvoir prendre certains éléments pour personnaliser le parcours du candidat. Le troisième engagement, merci. Donc, une intégration pour un parcours réussi. Donc, l'importance de la création de la relation de confiance facilitée à travers notre posture, que le candidat soit acteur de sa démarche et une intégration pour un parcours réussi. Alors, cet engagement peut parler davantage à des formateurs avec la semaine d'intégration à la fois. Mais pour nous, donc, référents VAE, voilà, c'est lors du premier atelier, premier entretien, voilà, c'est créer de suite la relation de confiance et pour réussir ensuite son parcours. Le quatrième engagement, donc, c'est un apprentissage par l'expérience et les pairs. Donc, c'est les modalités d'accompagnement choisies qui permettent le droit à l'erreur, qui facilitent l'agir en situation, la réflexivité. Les multimodalités pédagogiques favorisent le développement du pouvoir d'apprendre, du pouvoir d'agir, cette autonomie développée. En prenant en compte le collectif, voilà, il faut vraiment qu'on s'appuie aussi sur le collectif, mais il faut faire aussi attention à l'individu dans le collectif et dans l'apprentissage par l'expérience et entre pairs. C'est lors des différents dispositifs qu'on a pu avoir sur la VAE, hein, les temps collectifs, la VAE collective, ou lors de mise en relation aussi entre candidats ou entre stagiaires et candidats. Voilà, sur le quatrième engagement. Sur le cinquième, c'est une adaptation continue du parcours. Donc, les parcours proposés évoluent et, si nécessaire, au cours de leur mise en œuvre, aussi bien pour des raisons professionnelles que personnelles. Chaque personne peut bénéficier de bilans d'étapes en vue d'adapter son parcours en fonction aussi de ses besoins.
Et voilà, en cheminant avec nos candidats VAE, même si on a contractualisé un parcours à un moment donné, il y a des éléments qui évoluent et on peut s'apercevoir voilà, qu'il y a une compétence supplémentaire qui a été mise en œuvre, une expérience supplémentaire à valoriser, une identification d'une compétence à développer, voilà, et donc une particularité personnelle et donc peut-être proposer d'utiliser la multimodalité ou d'utiliser la modalité la plus adaptée aux candidats. Et là, on est vraiment dans la personnalisation de l'accompagnement VAE. Le 6e engagement, donc c'est une continuité d'expérience et le maintien du lien. C'est tous les liens professionnels établis au cours du parcours qui sont maintenus et valorisés au sein des communautés professionnelles aussi de l'AFPA, comme tuteur, mentor, jury. Et les capacités d'apprenance donc développées au cours du parcours permettent de continuer à apprendre et évoluer après le parcours. Voilà, et voilà, garder en tête aussi par rapport à nos candidats VAE que après, quand il faut passer candidat VAE, ils peuvent être aussi jury ou les retrouver. Voilà les 6 engagements donc, de SIGNAFPA. Donc en fait, je vous répète, hein, ça s'appuie vraiment sur ce qui se fait sur le terrain au sein même de l'AFPA. Et donc, j'imagine que vous avez pu entendre des illustrations qui reflétaient complètement votre pratique ou peut-être certains mots qui vous ont questionné. L'objectif de cette présentation, même si elle est rapide sous l'angle VAE, c'est de vous sensibiliser à SIGNAFPA et que vous aurez soit par ailleurs à écouter, à entendre, à développer des actions auprès des ambassadeurs régionaux ou des régions ou sur les autres régions, en fait, le déploiement sera sur la dernière partie de l'année. Donc, vous allez avoir voilà, des retours aussi sur SIGNAFPA ou de revenir aussi vers les différents ambassadeurs nationaux ou vers moi si vous le souhaitez. Voilà. Je ne sais pas si Bernard, tu veux réagir ou s'il y a eu des questions. Voilà, ou, Merci Nathalie. Donc, tu viens de nous présenter les 6 engagements de SIGNAFPA, qui, je le rappelle, hein, c'est la signature conjointe des 2 piliers de notre système de formation, la pédagogie et l'accompagnement. Est-ce que tu peux maintenant, toujours dans le cadre de SIGNAFPA, nous parler des grands principes de l'accompagnement à l'AFPA? Oui, donc SIGNAFPA, donc les deux piliers, hein, la pédagogie et l'accompagnement. Donc pour aller un peu plus en profondeur donc sur l'accompagnement, donc voilà, je vous ai mis une petite définition qui est reprise de la signature accompagnement. Donc c'est une notion polysémique hein, corrélée à son expérience et au dispositif. Elle définit comme l'appui apporté aux personnes pour leur permettre de faire face à ce qu'elles feraient plus difficilement toutes seules. Hein. Cet appui, ce cheminement, je vais dire, repose sur 4 vigilances, 4 clés de réussite qui sont donc une considération et une attention portée à chaque personne, c'est-à-dire un regard ouvert, être bienveillant avec la personne accueillie, une attention à la singularité de chacune, hein, une valorisation du cheminement dans une recherche de continuité et de respect de la confidentialité et le souci permanent surtout de la discrétion vis-à-vis de chaque personne. La deuxième vigilance que je mettrai, donc c'est une posture de co-construction au service du pouvoir d'agir des personnes. Et ici, on entend de mettre tout en œuvre pour que chaque personne puisse développer le pouvoir d'agir au regard de ce qui est prioritaire pour elle. Et tout en gardant de rester vigilant aussi à que cette autonomie soit acceptable pour elle. Notre posture en tant qu'accompagnateur doit faciliter la co-construction et on doit mettre en œuvre les moyens que la personne puisse être partie prenante et faciliter du coup l'implication de chaque personne. Voilà, à son expression et dans un cadre aussi soutenant et respectueux. Le troisième
point, forcément, une ingénierie agile, c'est une ingénierie souple, avec des modalités personnalisées, expérientielles, co-construites, coopératives, disait André tout à l'heure, multimodales. Voilà, vraiment une prise en compte des évolutions techniques, sociétales et socio-économiques. Une transformation des usages, tout à l'heure, André disait aussi. Et voilà, une modification profonde des parcours, je trouve, sur cette ingénierie agile. Le quatrième point, une pluralité d'expertise. Donc, voilà, travailler avec d'autres au plus près des territoires et des situations donc, des publics. C'est une pluralité de ressources et d'expertise. Et quand je dis pluralité d'expertise, c'est en interne et en externe aussi à l'AFPA, et en interne et en externe de son centre aussi, notamment pour les référents VAE qui ont à accompagner, qui ont à accompagner aussi et à positionner sur des certifs en dehors de leur propre centre, quoi. Donc, en complément, en fait, je dirais que c'est vraiment un accompagnement agile à promouvoir. Ok, merci Nathalie pour ouais. Merci pour cette présentation de l'accompagnement vu donc avec le prisme SIGNAFPA. Donc, ça nous permet de voir que nous sommes déjà en phase avec les grands principes de l'accompagnement qu'a abordé André Chauvet tout à l'heure dans la vidéo. Ça nous donne également une bonne représentation, je trouve, de ce que l'AFPA veut en termes d'accompagnement des publics qu'elle accueille. Alors maintenant qu'on a vu ces grands principes de l'accompagnement portés par SIGNAFPA, moi, il y a une question qui me brûle les lèvres, c'est comment concrètement on met tout ça en œuvre sur le terrain. Isabelle, tu peux nous éclairer sur ce sujet ? Alors, Nathalie a donné la définition de l'accompagnement. Donc, on a dit c'est un appui qu'on apporte à une personne pour soutenir ses actions. Alors, pour la soutenir à un moment donné, pour qu'elle puisse effectuer ses actions peut-être plus facilement, plus rapidement que si elle était toute seule, en diminuant aussi le risque du découragement ou le risque d'abandon. Donc, à la fin, on accompagne les personnes en mettant en place des temps d'échange, des activités qui vont concourir au développement de son parcours professionnel. Alors, dit autrement, ça veut dire qu'on l'aide à apprendre, à reconnaître, à développer ses compétences. Et ce, il me semble, avec un double objectif. Il y a un objectif immédiat, où j'en suis ici et maintenant, dans ma situation, et quel est le pas d'après, qu'est-ce que je souhaite développer dans le cadre de mon parcours professionnel. Et puis, on a aussi un objectif plus pédagogique, qui est que le travail qu'on fait avec la personne dans cet ici et maintenant, va pouvoir le refaire tout au long de son parcours. Donc, on peut accompagner de multiples façons, dans une posture d'expertise, dans une posture d'évaluation. Ici, on va privilégier une posture de conseil. D'accord. Donc, tu nous parles de posture de conseil. Tu peux développer un peu cette notion ? Alors, une posture, c'est quoi? La posture, c'est la façon dont je m'adresse à l'autre. Donc, au niveau de mes gestes professionnels, de mes interventions, de mes actes. Et les gestes que j'adresse à l'autre, ils vont être des gestes de conseil, de compréhension de la situation qu'elle vit, et pas des gestes d'évaluation, de prescription qu'on pourrait avoir dans d'autres cadres. Alors, on dit qu'on est dans une approche conseil. Pourquoi on parle d'approche? Ça veut dire qu'on construit sa pratique de professionnel en s'appuyant sur des éléments qui sont issus de différents courants. Alors, je vais vous parler, par exemple, du tenir conseil d'Alexandre Letellier, de l'entretien conseil de Jean-Luc Bernot, de l'entretien constructiviste de Serge Guichard et de tous les travaux qui ont été menés autour du conseil en évolution professionnelle. Donc, c'est une approche qui permet d'aider au mieux les personnes quand elles doivent prendre des décisions, quand elles doivent s'engager dans une démarche, réfléchir à leurs expériences. Alors, ces deux moments, on les traverse tous et toutes dans notre vie professionnelle, ce sont des étapes dans notre parcours. Et il y a des moments où l'aide d'un tiers va pouvoir être aidant pour pouvoir prendre les décisions les plus intéressantes pour soi-même. Donc, vous voyez qu'on est en plein dans les questions qui sont posées par la VAE. Très bien, mais alors, en quoi cette approche de conseil est-elle pertinente pour accompagner les parcours de validation des acquis de l'expérience ?
Alors, merci. L'approche conseil, c'est quoi? Le conseil, donc, c'est une approche qui est pertinente dans l'accompagnement VAE parce que c'est une démarche où on aide les personnes à élaborer des choix, à prendre des décisions et à s'engager de façon sensée. Sensée, ça veut dire qui a du sens pour moi dans mon histoire. Hein. Alors, bon, je vous ai remis une petite définition de l'approche conseil. Donc, c'est un cadre de travail qui va permettre d'apporter aux personnes un espace pour élaborer des choix en partant de leur situation et en s'appuyant sur leurs ressources. C'est vraiment les deux choses importantes. On part de la situation de la personne telle qu'elle la vit dans son ici et maintenant, et on s'appuie sur ses ressources. Donc, on met en place un espace qu'on va appeler de co-construction, hein, qui va permettre une relation pour élaborer ensemble des solutions qui vont être uniques. Des solutions uniques, c'est-à-dire des solutions qui ne préexistent pas à cette rencontre, des solutions qu'on n'a pas anticipées, des solutions qu'on va construire tout au long du chemin de l'accompagnement qu'on met en place avec la personne. Alors, c'est pour ça qu'on parle de conseil délibératif, c'est-à-dire on ne donne pas un avis sur le projet de la personne, mais on délibère ensemble, mais on délibère pour trouver et pour construire ensemble des solutions. Alors, le conseil, il va se décliner à des temps différents. Ça peut être l'étape d'engagement dans la démarche VAE, ça peut être au moment du positionnement, ça peut être au cours de l'accompagnement. Il peut avoir ce conseil des degrés de profondeur différentes, des durées différentes, des modalités différentes. On peut travailler en face à face, on peut travailler à distance, on peut travailler en collectif, on peut travailler de façon synchrone ou asynchrone. Et vous voyez qu'on va être autour d'un espèce de triptyque entre la prise de décision que va devoir à un moment donné faire la personne, l'assistance, l'aide, le soutien dans ces réflexions, et puis les avis qui vont pouvoir être donnés par rapport au projet des personnes. Donc on est entre ni un avis, ni une prise de décision qu'on prend pour la personne, ni un soutien absolu. On est autour de ces trois pôles. Alors, vous avez à l'écran une image d'un arbre à palabre. Et c'est aussi un peu l'image du conseil. Alors, cet arbre, il est à côté du village, il est un petit peu à part, il est à l'ombre et au calme. Donc, c'est un lieu où on va pouvoir discuter à plusieurs et on va discuter pour prendre des décisions en discutant, en délibérant ensemble et des décisions sur des problèmes qui nous concernent, hein, nous ou la communauté. Donc voilà, je vous ai remis ce que dit souvent Alexandre Letellier quand il parle du conseil, c'est on délibère mais pour agir, c'est-à-dire vraiment pour mettre en place des actions et pour construire l'avenir, pour construire son avenir, son parcours. Donc concrètement, le conseiller ou la conseillère met la personne en questionnement à partir de la situation qu'elle expose et l'accompagnement va consister à guider la personne tout au long de l'exploration de sa situation pour lui permettre de trouver de la cohérence dans l'articulation des actions qui vont être proposées et du sens dans son histoire et de pouvoir donc poser un certain nombre d'actions qu'elle va pouvoir réaliser. D'accord, merci Nathalie. Isabelle, pardon. Nathalie, toi qui étais encore il n'y a pas si longtemps sur une fonction de référent VAE, tu peux nous dire quels sont les moments d'un parcours VAE les plus propices à mettre en œuvre cette approche conseil? Oui, comme vient de le dire Isabelle, on utilise en fait cette approche-là à plusieurs moments du parcours. Dès l'infocall, en qualité de référent VAE, on va créer cet espace pour élaborer des choix en partant de l'expérience de la situation professionnelle et personnelle de la personne, en s'appuyant sur ses ressources. On est vraiment dans l'étape d'engagement, lui laisser le choix en fonction des éléments, le choix du titre, de la modalité, du dispositif VAE, du financement aussi. La mise en place en fait de la relation pour élaborer ensemble. On personnalise vraiment le parcours. Lors aussi du positionnement conseil, se faire confiance et faire confiance à la capacité de la personne à réussir ce projet.
Et sur l'autre étape, je dirais l'accompagnement aussi, hein, nous devons cheminer ensemble et garder cette approche conseil dans les choix, par exemple les choix des exemples sur le dossier professionnel, s'autoriser à identifier une compétence à développer, à repersonnaliser ce parcours par une immersion, une formation, une lecture en fonction des ressources du candidat. Voilà. D'accord, merci pour ces précisions. Ça permet de le rattacher de manière concrète à un parcours VAE. Alors depuis tout à l'heure, moi, il y a une notion qui est souvent revenue depuis le début, c'est, alors Nathalie, toi tu l'as cité en parlant des engagements de SIGNAFPA, André Chauvet l'a évoqué au travers de la personnalisation des parcours, c'est la co-construction. Isabelle, tu peux nous préciser ce qu'est la co-construction? Tu l'as aussi cité tout à l'heure en parlant du conseil délibératif. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de co-construction. La co-construction, c'est un terme qui est souvent galvaudé ou qui est ramené à un principe de simple coopération ou d'écoute de l'autre. Bon, la co-construction, c'est pas que l'écoute de l'autre. La co-construction, ça part de l'idée que les projets sont complexes et que l'intervenant, l'intervenante ne peut pas maîtriser les dimensions à lui ou à elle toute seule qui vont faire le projet. Et en plus, il y a un parti pris éthique qui est de dire que l'intervenant ne doit pas le faire car c'est bien l'usager qui a toute sa place dans les décisions, dans la prise de décision qui le concerne. Et donc, il va falloir aussi accepter, et on doit accepter en tant que professionnel, qu'à tout moment peut s'engager une discussion sur les projets en devenir, sur les étapes qui avaient pu être envisagées à un moment donné et qui vont pouvoir être revues à l'aune de la situation de la personne. Donc, quand on parle de co-construction, on part des éléments de situation vécus et apportés par la personne. Et ça qui est important, c'est les éléments que la personne apporte dans sa situation, donc qui lui semblent importants, pertinents dans ce qu'elle vit, pour qu'elle puisse s'engager dans des choix qui soient pertinents pour elle et qui soient intégrables, qu'elle puisse mettre en œuvre dans son parcours. Ça veut dire, par exemple, lui permettre d'examiner plusieurs options, plusieurs scénarios qui vont pouvoir être envisagés. Alors, on a souvent quelques indices quand on travaille avec les personnes, quand on est dans la co-construction, on va voir que la personne, elle va percevoir qu'elle a un peu plus de pouvoir d'agir, c'est-à-dire un peu plus de contrôle sur les décisions qui la concernent pour avancer vers ce qui est important pour elle. Elle a une vision plus claire des actions à mettre en œuvre à travers des scénarios, un scénario qui est personnalisé. Et elle est plus ferme dans l'intention qu'elle a à réaliser les actions. Elle fait des choix plus éclairés, elle fait des choix qui vont être donc éclairés par toutes les informations, tous les échanges que vous avez pu avoir, qu'on a pu avoir avec cette personne. On ouvre des possibles, il y a des possibles qui se sont ouverts, même dans des environnements qui peuvent être particulièrement restrictifs pour beaucoup de personnes. Donc, quand on parle de conseils et de conseils délibératifs, quand on parle de co-construction, on oscille entre deux pôles. Il y a une partie qui est vers l'information, donner des repères. André Chauvet parlait dans son introduction d'un accompagnement facilitateur, c'est-à-dire qui rend moins complexe le dispositif. Et puis, sur un autre pôle, on va regarder la situation en fonction de la façon dont la personne se la représente, pour l'aider à repérer les éléments qui sont importants. Donc, on est bien dans de la co-élaboration. D'accord. Merci pour ces précisions, Isabelle. Mais du coup, ça interroge sur le rôle de l'accompagnateur. On dit que les personnes ont de moins en moins envie d'être soumises à des prescriptions. C'est ce que disait tout à l'heure André Chauvet. Ils ont de moins en moins envie d'être confrontés à des points de vue d'experts. On dit qu'il faut co-construire. Tu parles de co-élaborer aussi, qu'il faut considérer les personnes comme capables. C'est ce que nous a répété tout à l'heure Nathalie aussi. Mais je fais quoi, moi, en tant qu'accompagnateur dans ce contexte-là? Je les laisse travailler en autonomie, j'interviens juste à la demande. Et puis, faut se dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui viennent à l'AFPA pour avoir des conseils d'un expert pour qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Alors, accompagner, c'est un travail. Accompagner, c'est un travail, être accompagnateur, accompagnatrice.
construire sa posture de conseil, ça se construit à travers ses activités, ses gestes, avec l'entretien et les techniques d'entretien. L'entretien, c'est une modalité essentielle du conseil. Donc, ça ne veut pas dire qu'on laisse les personnes livrer à elles-mêmes. Et on dit souvent qu'on est expert de la méthode qu'on va apporter aux personnes. La personne, elle est experte de sa situation et elle maîtrise et elle est maîtresse des décisions qu'elle prendra. Mais la résolution ne peut être apportée que par les premières personnes concernées, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Je vous ai remis ce que dit Guy Le Boterf. Il dit le professionnel ne fait pas par hasard, ses gestes sont fondés. Ses gestes sont fondés, il a une pratique, il a des compétences qu'il va acquérir et qu'il va pouvoir développer. Donc l'accompagnateur, l'accompagnatrice va aider les personnes à mieux comprendre leur situation pour agir, pour les aider à avancer en toute autonomie et développer leur pouvoir d'agir. Donc, en tant qu'accompagnateur, accompagnatrice, on est garant du cap à maintenir. On parle de directionnalité, c'est-à-dire en vérifiant que l'adhésion de la personne, elle est toujours maintenue tout au long de son parcours avec nous. Et on est attentif aussi à maintenir la spécificité de l'espace de travail et de ne pas tomber dans les généralités. Alors là, vous avez à l'écran comme image l'image d'une fleur. Alors, ce sont des fleurs qui s'appellent des patiences d'ailleurs. Et puis, quelqu'un comme Yann Le Bossé, qui travaille beaucoup sur le développement du pouvoir d'agir, dit on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser. C'est-à-dire, il faut du temps et il faut laisser mûrir les projets. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait rien. C'est-à-dire qu'on va peut-être mettre de l'eau, de l'engrais, la mettre à l'ombre ou au soleil pour lui permettre de s'épanouir. Donc, il y a bien à la fois le projet qui va mûrir, les décisions qui vont mûrir aussi au rythme des personnes. Mais nous, on est là pour mettre en œuvre les conditions appropriées et les contextes facilitants. Les conditions appropriées pour que les projets mûrissent et les contextes facilitants pour permettre aux personnes d'avoir cet espace de réflexion. Merci Isabelle. Donc, on y voit un peu plus clair avec toutes ces notions d'accompagnement et de conseil, voire même un peu avec les notions de botanique maintenant, on sait le nom des fleurs. Voilà, donc on a vu aussi les liens qu'on peut faire avec SIGNAFPA et c'était très intéressant. Alors, on ne pouvait pas en rester là sans se projeter sur l'accompagnement VAE de demain. Et du coup, on est retourné voir André Chauvet pour lui demander ce qu'il en pensait. Alors, je vous propose qu'on l'écoute et puis on se retrouve tout de suite après. Oui, sur la question de l'avenir de la VAE aujourd'hui, il me semble que ça renvoie finalement à un vieux débat d'il y a 20 ans sur quand la validation des acquis de l'expérience est mise en œuvre. En fait, il y a trois dimensions qui me semblent importantes de distinguer dès à présent. Il y a la question de la certification, c'est-à-dire que la reconnaissance sociale, formelle, au regard d'une norme sociale, et donc du coup, c'est la fonction du tampon, en fait, c'est-à-dire reconnaître la personne au regard d'une norme externe dans laquelle il va pouvoir se positionner. Sauf qu'on a oublié que dans la question de la validation des acquis de l'expérience, il y avait deux autres dimensions qui étaient tout à fait centrales. Il y avait la question plus largement de la reconnaissance. Et la reconnaissance, elle ne renvoie pas uniquement à la question de la certification, elle renvoie aussi à la fierté d'avoir finalement contribué à des choses qui sont perçues comme ayant de la valeur. Et il me semble que cette question de reconnaissance, elle renvoie à la fois à une reconnaissance du tiers et à la reconnaissance de soi comme étant capable. Et puis, troisième dimension qui me paraît aujourd'hui tout à fait centrale, c'est-à-dire que la VAE est sans doute un des leviers de la réflexivité, tout simplement. C'est-à-dire comment la capacité à revenir, retourner, reformuler des expériences vécues peut être à la fois au service, bien sûr, de la formalisation des ressources qu'on a mobilisées, puis plus largement au service de l'apprentissage et tout simplement au service du développement des compétences. Donc, il me semble que si on réfléchit à l'avenir de la VAE, il faut bien qu'on le réfléchisse sur deux dimensions tout à fait différentes. La dimension organisationnelle du dispositif, c'est-à-dire comment on facilite finalement l'accès de tous à la possibilité d'avoir une reconnaissance sociale normée. Et puis comment on intègre le rapport à l'expérience comme un moyen de faciliter la réflexivité dans toutes les situations de la vie, que ce soit de manière formelle et informelle. Ce qui veut dire qu'il y a d'une certaine façon, il y a 5 points sur lesquels je voudrais juste un petit peu insister, c'est-à-dire effectivement qu'on retrouve dans le rapport sur la VAE, c'est tout simplement évidemment la simplification d'accès et la facilitation d'accès au dispositif lui-même, c'est une évidence. La deuxième chose, c'est effectivement la capacité à varier les modalités. Alors,
On voit apparaître la question des open badges, on voit apparaître la question à la fois de la modalité d'accès, mais aussi de la modalité d'accompagnement. Clairement, ça pose la question de la reconnaissance d'expériences formelles et plus largement des expériences non formelles. Et là encore, plus on élargira la capacité à rendre finalement réflexives des activités sociales qui ont de la valeur mais qui sont invisibilisées, plus on peut permettre à la personne de développer une capacité à croire qu'elle peut agir sur son propre devenir. Et puis, plus largement, il me semble qu'il y a deux éléments qui sont connectés mais qu'il me semble extrêmement important d'identifier, c'est-à-dire au fond élargir les questions de reconnaissance à la question de ce qu'on pourrait appeler le capital réputationnel. Avec le développement des réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a des marqueurs sociaux qui ont une valeur très importante dans l'environnement dans lequel on est et qui ne sont pas forcément des éléments normés, qui renvoient plutôt à la capacité à rendre lisible, à parler, à véhiculer dans un langage social adapté des expériences qu'on a pu vivre. Ce qui veut dire que la question, par exemple, de la durée de l'expérience n'est pas forcément l'élément central, mais la significativité de l'expérience sont sans doute des éléments clés. Et puis on peut penser, et je voudrais élargir un petit peu les questions autour de ça, sur le fait il me semble extrêmement important, et on l'a aujourd'hui dans plusieurs expérimentations où il faut sans doute reconnecter une plus grande proximité avec l'expérience des personnes, tant en termes de durée qu'en termes de processus de certification, c'est-à-dire qu'au fond, plus il y aura un raccourcissement en fait entre l'expérience vécue et plus il y aura de liens entre cette expérience vécue et les modalités de certification, plus on augmentera la mobilisation du processus de validation des acquis de l'expérience. Mais pour terminer, il me semble important de resituer la VAE comme finalement un processus uniquement d'aide à la réflexivité, et en ce sens, je perçois aussi un risque, c'est le risque d'une augmentation de la normalisation, c'est-à-dire qu'une augmentation des éléments formels de reconnaissance sociale, et il me semble que la VAE doit nous ouvrir à deux clés de compréhension qui me semblent extrêmement importantes si on vise plutôt un enjeu démocratique, c'est-à-dire faciliter l'accès de tous et partout à un service de reconnaissance. La première chose, c'est au fond, si on augmente les processus de reconnaissance, on peut aussi augmenter corrélativement les processus de défiance. Il me semble que la société dans laquelle on est, elle a sans doute plus besoin de confiance. Et au fond, les éléments informels, ils doivent aussi permettre à la personne de trouver confiance dans sa capacité à faire. Et il me semble que le risque qu'on pourrait avoir, c'est d'augmenter finalement des systèmes de contrôle externe qui empêchent le jeu des personnes dans les situations sociales auxquelles ils sont confrontés. Et puis un dernier élément, c'est qu'il me semble que la VA n'est qu'un moyen au service de ce que j'appelle moi la réflexivité apprenante, c'est-à-dire faire de l'expérience un enjeu de développement de compétences pour soi et pour tous tout au long de la vie. Bien. J'ai vu que certains avaient apparemment des problèmes de son, donc rassurez-vous, ce sera mis de toute façon, on l'a enregistré, donc on mettra à disposition et vous pourrez revoir autant que vous voudrez, puisque ce sont des petites vidéos qu'il est intéressant d'écouter plusieurs fois, je pense. En tout cas, une fois de plus, il y a beaucoup de choses intéressantes dans ce que nous a dit André Chauvet. Alors, il parle de la VAE en tant que reconnaissance sociale formelle, c'est-à-dire le fait de reconnaître la personne au regard d'une norme externe dans laquelle elle va pouvoir se positionner. En même temps, il pose le fait que la reconnaissance ne renvoie pas uniquement à la certification, mais aussi à la fierté d'avoir contribué à des choses qui sont perçues par la personne comme ayant de la valeur. Du coup, ça fait écho la reconnaissance du tiers, la reconnaissance de soi comme capable. Ce ne seraient pas des valeurs aussi qui sont portées par SIGNAFPA, Nathalie? Si, complètement sur les engagements 4 et 6, durant le parcours, au-delà du projet VAE, le candidat VAE, il prend conscience de ses capacités, de ses richesses. Il prend ou reprend confiance en lui. C'est cette reconnaissance de soi, dont parlait André, est très positive dans l'accompagnement, mais au-delà, sur la reconnaissance des pairs au sein de l'entreprise, au sein des communautés professionnelles, et la reconnaissance de ses proches aussi, également. Ouais. Oui, très bien, ouais. André Chauvet insiste aussi beaucoup sur la VAE comme un moyen au service de la réflexivité apprenante. Faire de l'expérience un enjeu de développement de compétences pour soi et pour tous,
tout au long de la vie. Isabelle, la réflexivité, comment on peut la faciliter quand on accompagne un candidat dans une démarche de VAE? Il y a des moments propices à ça? Alors, déjà, on a parlé d'accompagnement, on a parlé de conseil, on a parlé de conseil en évolution professionnelle, on a parlé de VAE, on pourrait parler aussi de période d'emploi, de bilan de compétences, d'AFEST. Donc, ce sont des démarches, des outils qui vont aider à construire des parcours en combinant différentes modalités d'acquisition de compétences. Donc, André Chauvet parle de réflexivité apprenante, on pourrait parler de réflexivité capacitante. La réflexivité, c'est le processus qui permet de se décentrer de l'action, c'est-à-dire les moments où on va analyser ses expériences, formelles ou non. Donc, je prends conscience de ma manière d'agir, je peux comme ça reconnaître mes compétences, je peux les identifier, je peux identifier les compétences qui vont être transposables dans d'autres situations professionnelles. Je parle de réflexion sur l'action. Donc, j'agis et puis je réfléchis aussi sur mes actions, mais je réfléchis pour en faire quelque chose et pour que ça m'aide à avancer aussi dans mon parcours. Donc, on parle d'approche réflexive parce qu'on met la personne en situation de réfléchir à son expérience et à ses actions, et c'est bien ce qui se fait lors des accompagnements VAE. Alors, André Chauvet en parlait aussi, mais vous voyez que toutes ces démarches s'inscrivent dans des courants d'orientation et de formation tout au long de la vie, tous les courants, les travaux, les lois aussi qui ont été faites au niveau français et européen depuis plus de 20 ans. Et elles nécessitent une guidance et un accompagnement facilitateur qui soit au service, peut-être qu'on pourrait dire, de prendre soin de sa carrière, qui va être à la fois discontinue avec des moments de travail, des moments de valorisation de son expérience d'une façon ou d'une autre, et puis avec cette continuité aussi de parcours qui va nécessiter souvent l'aide d'un tiers pour pouvoir la retrouver. Alors, on a mis du coup sur cette dernière image un chemin. C'est un chemin qu'on suit. Alors, le chemin, il ne préexiste pas, il se construit, il est unique pour chacun et chacune d'entre nous. Mais si je veux avoir un peu de contrôle sur le chemin que je veux suivre pour aller vers ce qui est important pour moi, dans mon environnement, avec mes contraintes, et alors il va falloir que je puisse un peu réfléchir à mes actions, ce que j'ai pu développer, vers quoi je veux aller, et le tiers sera souvent important pour faire ce travail. Donc, on est bien dans l'accompagnement au service de l'évolution des personnes tout au long de la vie, avec des dispositifs comme la VAE, mais avec d'autres dispositifs aussi qui existent. Et dans un environnement, on le voit, on a parlé, qui se transforme de manière rapide et souvent incertaine. Très difficile de prévoir ce que sera l'environnement, les emplois, les métiers dans 10, 20, 30 ans. Donc, d'où l'importance de cette réflexivité à avoir à des moments de notre parcours. Bien, merci Isabelle. Je trouve cette image du chemin vraiment très parlante, effectivement. Je pense que le sujet est intarissable, mais si on veut garder un peu de temps pour répondre à vos questions, je pense qu'il va falloir en rester là. Alors, pour tous ceux qui se disent là, ouais, c'est déjà fini, il y a encore plein de choses qu'ils n'ont pas abordées, moi je voulais savoir ci, je voulais savoir ça, bon. Alors, en tout cas, tout ce qui concerne ces questions de l'accompagnement et de l'approche conseil et de la VAE, pour cela, je leur dis, rassurez-vous, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à participer à la formation action que Nathalie et moi animons et qui s'intitule, alors je regarde parce que c'est réaliser une prestation de positionnement de conseil en VAE. Alors c'est la N0583, on vous le mettra dans le chat. C'est une formation en présentiel à Montreuil. On l'anime en deux parties. Une première partie qui aura lieu les 27 et 28 septembre. Et puis ensuite, on vous laisse un temps de maturation, de mise en application, parce qu'on est vraiment sur de la formation expérientielle. Et puis, on se retrouve ensuite le 27 octobre pour la deuxième partie, un peu sous forme d'analyse de pratique. Voilà, les sessions sont ouvertes à l'auto-inscription. Vous pouvez, bien sûr, avec l'accord de votre manager, vous inscrire directement à les sessions que vous choisissez à partir des fiches du catalogue de formation. Bon, ça fait un peu pub, mais c'est surtout... si vous avez vraiment envie d'aller plus loin, parce que bon, c'est vrai qu'on aborde beaucoup de notions, mais je crois que ça mérite vraiment de se poser et puis de construire et de s'approprier les choses.
Voilà. Donc, on va peut-être, je ne sais pas si Isabelle, Nathalie, vous avez pu regarder un peu. Moi, je ne l'ai pas fait. Dans le chat, s'il y avait des questions auxquelles on pourrait éventuellement répondre. Alors, il y a beaucoup de monde, donc je ne sais pas s'il y aura beaucoup de questions, mais on ne pourra peut-être pas répondre à tout. Et il nous reste un petit peu de temps, une quinzaine de minutes, en fait. Alors, moi, je veux bien répondre. Il y a une question sur le CEP. En tant que conseiller, à quel moment je peux renvoyer un candidat vers un CEP? Je ne suis pas CEP. Souvent, j'ai des candidats qui viennent pour une VAE, qui veulent aussi changer de métier, qui ont besoin de faire du tri, et je les oriente en parallèle sur un CEP au CIBC. Avons-nous en interne à la FA des CEP pour faire des bilans de compétences, etc. Alors, juste peut-être pour rappeler que le Conseil en évolution professionnelle est une offre de service qui est rendue par, alors pour les personnes qui sont demandeurs d'emploi, c'est par des membres du SPE qui sont habilités à rendre le CEP, c'est-à-dire Pôle emploi, les missions locales, Cap emploi et l'APEC. Et pour les salariés, donc il y a des prescripteurs qui ont été choisis, des prestataires qui ont été choisis, pardon, qui sont choisis par France Compétences et il y a des prestataires choisis par région. Donc, il faut, dans ces cas-là, orienter vers les personnes vers le site CEP où vous aurez les bonnes adresses. Un conseiller, une conseillère en évolution professionnelle peut effectivement proposer aux personnes un bilan de compétences. D'autres s'appuient sur des prestations qui vont l'aider à réfléchir à son projet d'évolution professionnelle. D'accord. D'autres questions? Si vous voulez prendre la parole pour poser une question, pourquoi pas, hein, pour ceux qui n'ont pas envie d'écrire. Non? Ah, Noureddine Abidi. Oui. Un petit nouveau sur la VE, je crois. J'en ai entendu parler dernièrement. Oui, bonjour d'abord. Je voulais vous remercier pour la qualité de la webconférence. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations et c'est assez bien proposé la formation que vous animez tous les deux en septembre. Non, je me posais plus la question de la pertinence de ce que vous dites là par rapport à REVA 2 et notamment cette question de finalement où le parcours est à élaborer avec le candidat, puisque finalement, au-delà du travail de mise en valeur des compétences, il y a tout un travail de développement des compétences. Alors que ce soit en confrontation avec le référentiel, mais aussi comment ça se décline ensuite sur des situations d'apprentissage. Et là, par exemple, dans le cadre de REVA 2, il y a des possibilités d'actes formatifs, mais pas que limité sur des actes formatifs. Est-ce que, par exemple, on peut évoquer toutes les situations, en fait, qui peuvent être des situations de développement de compétences? Oui. Enfin, je suis pas sûr d'avoir bien compris ta question. Je pensais plus que c'était une réflexion que tu posais par rapport à REVA 2 qu'une question. Excuse-moi. Donc, Isabelle, je ne sais pas si toi ou Nathalie. Bernard, si tu veux que je précise, c'était juste, en fait, souvent quand on fait, à l'époque en tout cas, quand on avait des dispositifs de VAE, on prescrivait pour la montée en compétences des actes de formation. Ouais. Et finalement, en réalité, il y a d'autres situations qui peuvent se prêter à la montée en compétences. Oui, effectivement. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on a toujours prôné par rapport au positionnement et la co-construction du parcours. C'était vraiment d'aller investiguer avec la personne et chez la personne ses propres ressources, ses réseaux, ses connaissances pour arriver à mettre en place un parcours qui soit le reflet de ses attentes, de ses besoins et des modalités qui lui conviennent le mieux. Parce que ça, il y a un petit moment qu'on s'en était rendu compte, hein, mais tout ce qui était prescription, les référents VAE qui sont là seront certainement d'accord avec moi. C'est vrai que la plupart du temps, les personnes disent oui, s'il faut faire une formation, je vais faire. Et puis, une fois qu'elles sont rentrées chez elles se disent mais non, je vois pas comment je peux partir une semaine là-bas à Bordeaux ou avec mes enfants, etc., etc. Donc, on est sorti un peu de ça et puis ça remet tout ce qu'a dit André Chauvet tout à l'heure au cœur des choses. Hein. C'est vrai qu'on est plutôt sur le fait de considérer la personne comme capable et de la rendre plutôt la mettre dans l'action et de la rendre
actrice de son parcours. Nathalie, Isabelle, vous voulez ajouter peut-être des choses, je ne sais pas. Non, je trouve qu'il y avait aussi dans ce que disait André Chauvet qui est intéressant, c'est que la question, c'est pas tant la durée, et on voit bien que les différents dispositifs aujourd'hui, la question de la durée de l'expérience, c'est plus l'entrée première, mais qu'est-ce que je fais de cette expérience? Comment je m'arrête dessus, comment je peux l'analyser, qu'est-ce que j'en fais concrètement, qu'est-ce que j'ai développé comme compétences, qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que je veux faire plus tard. Et que ça peut se faire, ce que tu dis Nordine, ça peut se faire durant une formation, ça peut se faire en emploi, ça peut se faire dans mes activités bénévoles, ça peut se faire dans ce que j'ai fait dans un autre pays, ça peut se faire de plein de façons. Bien, je pense plus qu'il y ait de questions. Écoutez, on va donc en rester là. Je vous remercie pour votre écoute. Nathalie, Isabelle, je vous remercie pour la richesse de vos interventions. Si vous voulez, je vous laisse le mot de la fin d'ailleurs. Merci, voilà, et puis au plaisir d'échanger voilà, sur ces sujets-là lors de la formation, ou si vous avez d'autres questions, réactions, n'hésitez pas de revenir vers moi. Bien, merci et puis bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.